Ça fait maintenant plus de 12 ans que je vis au Panama. Aujourd'hui, je publie une vidéo dont le thème est comment orchestrer sa sortie fiscale et atterrir fiscalement au Panama. Et pour cela, aujourd'hui, j'accueille Benjamin. Benjamin, merci d'être là. C'est déjà ta deuxième participation sur la chaîne et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Benjamin, tu es architecte en structuration juridique depuis de 10 ans maintenant, gestion de fonds, de patrimoine, et tu continues à accompagner de nombreux expatriés dans leur restructuration patrimoniale. Bah écoute Paul, avec grand plaisir, ça me fait vraiment plaisir que tu me reçoives à nouveau sur la chaîne. On collabore ensemble effectivement pour accompagner les clients de la conciergerie dans leur structuration et leur transfert d'actifs vers le Panama ou d'autres juridictions. Par ailleurs, mon activité principale effectivement est gestionnaire de fonds d'investissement dans différentes juridictions, aux États-Unis, tout comme aux îles Vierges britanniques et tout comme à Abu Dhabi. Je suis vraiment expert sur tout ce qui va être structuration internationale multi-juridiction. Et tu partages, c'est ça, ta vie entre Sao Paulo et Panama. Exactement. Sao Paulo, Panama, Paraguay de temps en temps. Plus de 8 ans au Panama, près de 2 ans à Sao Paulo et avant cela 3 ans en Asie. Je vais commencer rapidement, Benjamin, parce qu'on a tellement de sujets qu'on a envie d'aborder. Je sais pas si on arrivera à tout faire dans cette vidéo, parce qu'en plus, il y a des parties un peu plus techniques, un peu plus complexes. Donc, je vais commencer direct par poser une question. C'est des questions qu'on a choisies, qui sont très récurrentes dans les appels qu'on a. Enfin, première question. Benjamin, quand quelqu'un dit « je veux partir au Panama pour protéger mon patrimoine ou optimiser ma situation », quelle est la première erreur que tu vois? Très souvent, ce que je vois chez les clients, surtout des personnes qui vont penser d'abord à la destination avant de penser à la stratégie. L'important, c'est vraiment en fait, faut d'abord penser à la structuration et à l'objectif que l'on a avant de penser à la destination. Donc l'idée, c'est mon objectif, c'est d'avoir un espace qui me permette d'avoir plus de sécurité, plus de liberté, moins de pression fiscale, par exemple. Donc ça, c'est l'objectif. Ensuite, l'idée, c'est évidemment de lister des juridictions et pas forcément de dire je vais d'abord aller là-bas et je verrai ensuite comment ça se passe. Bon, alors le Panama, par exemple, on connaît l'objectif en général qui est lié à la réputation du pays, qui est très souvent de effectivement alléger la charge fiscale. Mais ensuite, il faut pas s'arrêter juste à cela, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce que l'on va orchestrer notre vie une fois qu'on est au Panama et une fois qu'on a commencé les étapes. Il y a aussi une autre erreur qu'on voit souvent, c'est la structuration au niveau de la sortie des capitaux, elle n'est pas toujours réfléchie, même si, alors certains de nos clients passent par des fiscalistes et donc ont déjà une idée, d'autres l'ont pas encore fait par exemple, ne pensent pas à le faire. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut que nous, on leur rappelle effectivement de le faire. On peut aider, donner des pistes. On a de l'expérience à travers nos clients. Par contre, on n'est pas fiscaliste. Et il faut pas sous-estimer qu'on considère comme la sortie complète du pays d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire une sortie complète et qu'il soit bien faite, il faut d'abord être résident dans une autre juridiction. Une fois qu'on est résident ailleurs, c'est là qu'on peut apporter les justificatifs qui vont nous permettre de nous détacher fiscalement de la juridiction dans laquelle on est. Donc finalement, l'audit, vraiment le premier audit pour le choix du pays d'atterrissage, c'est primordial. C'est vraiment l'un des éléments les plus importants, de connaître vraiment le pays de destination avant de commencer quelconque démarche fiscale. C'est cela, c'est cela. En fait, il faut d'abord avoir un plan et une direction qui soit bien définie et ensuite regarder la juridiction à laquelle on va s'intéresser. Et pourquoi? En général, c'est vrai que ça dépend des profils, mais il y en a qui vont préférer le Panama parce que c'est vraiment un hub et c'est hyper pratique et en ce moment, c'est vraiment le pays de destination par excellence parce que les Émirats et le Moyen-Orient, c'est un peu tombé en désuétude là sur les derniers mois. L'Asie, c'est top. Donc Singapour, je pense, notamment, mais ça coûte cher, beaucoup plus cher que le Panama. Et c'est vrai que c'est le style asiatique où c'est vraiment un autre univers. Et si on préfère avoir des racines qui sont plus civilisationnellement proches des racines européennes, dans ce cas-là, effectivement, l'Amérique latine, c'est le lieu par excellence, et le Panama notamment. Donc vraiment, toi, tu penses que la première erreur, alors évidemment, il y a se tromper de destination finale, mais aussi cette pression, en fait, qui se mettent eux-mêmes. Et puis bon, il y a peut-être le facteur macroéconomique aussi qui joue énormément, mais c'est de vouloir vite commencer à transférer des actifs peu importe où, alors qu'on n'a aucune structuration réellement fiable avant de lancer ces transferts d'actifs. Et c'est là que tu vois que c'est un danger majeur au niveau de la fiscalité. Absolument. En fait, la vitesse, c'est pas un problème s'il y a une direction qui est claire. J'ai un oncle qui est, par exemple, pilote de rallye. Lui, en rallye, en fait, c'est simplement, faut connaître la piste. C'est-à-dire que si on y va à fond et qu'on connaît pas la piste, on va se planter. Voilà, tout simplement. On va faire une sortie de piste et puis c'est pas forcément désirable dans aucun cas de figure. D'abord, c'est planifier. Une fois qu'on a réfléchi et planifié, anticipé, c'est là qu'on peut justement accélérer et prendre de la vitesse. Ça l'image. Donc en fait, le vrai sujet, bon, c'est pas le Panama. Le vrai sujet, c'est vraiment la sortie propre du pays de départ. C'est ça. Donc avant même de parler de société, de banque ou d'investissement, il faut d'abord parler de résidence et de sortie fiscale, c'est ça? Tout à fait. Du coup, ça m'emmène à une question qu'on nous pose régulièrement. Alors, pourquoi faut-il préparer une résidence avant de sortir fiscalement? Pourquoi cette démarche préalable? C'est parce que lorsque l'on va remplir les formulaires pour se détacher fiscalement de notre pays d'origine, on va nous demander en documentation vers quel pays on s'oriente, déjà, pour commencer. Quels sont nos liens avec le pays vers lequel on s'oriente. Justement, c'est à ce moment-là qu'il faut montrer qu'on a, par exemple, une carte de résidence. On dit voilà, on est déjà résident, on compte être résident fiscal, et c'est
c'est pourquoi on veut se détacher fiscalement de notre pays d'origine, que ce soit le Canada ou Air France ou ailleurs. Et à partir de ce moment-là, en fait, on remplit le formulaire, tout simplement. Et du coup, à quel moment il faut commencer à structurer le départ? Parce que c'est peut-être plus sympathique de déjà montrer une résidence permanente que des résidences provisoires, non? Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je recommande, alors, sur la partie de venir, alors, une fois qu'on a réfléchi un petit peu, mais allez vite sur la partie de, ça fait longtemps qu'on pense à partir, on se dit que le Panama, par exemple, est une bonne destination, et dans ce cas-là, on décide d'aller vers le Panama en préparant nos papiers pour faire la résidence, par exemple. On peut au moins les préparer, même si on n'actionne pas la résidence directement sur place, voir si on aime le pays. On peut rester 2 semaines, 3 semaines pour connaître un petit peu, voir comment on sent le pays. Mais si on le sent bien, autant commencer la démarche directement, parce que en passant par nous, par exemple, c'est vrai qu'en nous, en 3-4 jours, on sort tout, quoi. Et une fois qu'on a tout sorti sur place, c'est là qu'au retour en France, on peut planifier la sortie fiscale ensuite. Mais nous, l'accompagnement que l'on propose là-dessus, c'est une obtention rapide de la résidence. Une fois que la résidence est obtenue, c'est le premier pas pour ensuite, si on veut faire une sortie fiscale de notre pays d'origine, le faire. Tout à l'heure, tu me parlais de notion de fiscaliste. C'est des mots qui reviennent souvent également. Du coup, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi il faut souvent un fiscaliste quand il y a déjà du patrimoine ou une entreprise? Alors justement, ceux qui ont le plus besoin de fiscalistes sont souvent des profils qui ont déjà du patrimoine effectivement en France ou alors au Canada. On a souvent en fait, on voit qu'il y a un problème d'éducation financière et de structuration juridique en général. On nous enseigne pas ça à l'école malheureusement, ni à l'université. On a souvent des clients qui ont en fait des biens à leur nom ou alors qui ont des sociétés et qui veulent s'en séparer, qui veulent sortir juridiquement, mais en fait ils ont toujours un lien économique ou un foyer principal qui est dans leur pays d'origine. Et donc il faut souvent s'en détacher. Donc si jamais ils ont pas été accompagnés à la base par un bon expert comptable et un bon fiscaliste et qu'ils ont tout à leur nom, c'est compliqué. Donc ça veut dire il y a plus de travail là-dessus. C'est juste que quand tu dis il faut s'en détacher, on parle pas forcément de le vendre, on parle d'un détachement juridique ou fiscal. Absolument. Je parle d'un détachement juridique et fiscal. Avoir une holding, une SCI, une SA, une SAS qui possède les actifs, ça nous permet de nous détacher de cela en tant que personne physique. C'est ce qui va ensuite nous faciliter la sortie, justement. Voilà. En fait, l'important d'avoir un fiscaliste, alors c'est bien aussi d'avoir plusieurs fiscalistes parce qu'on va se rendre compte que les avocats fiscalistes, c'est comme tout type de prestataire de service, comme des médecins ou autres. S'il y en a un qui est habitué à une méthodologie, il va vendre sa méthodologie, quitte d'ailleurs à discréditer ce que l'on veut faire. Un fiscaliste va prescrire ce qu'il connaît, ce dont il est habitué à gérer. Si on a un fiscaliste qui est pas habitué à faire le Panama, il va dire c'est compliqué, oh là là le Panama c'est compliqué, faut surtout pas y aller, ou alors le Paraguay faut surtout pas y aller, et il va recommander peut-être Andorre, peut-être la Suisse, peut-être d'autres juridictions qu'il connaît ou maîtrise mieux. Donc ça on le voit souvent. Alors du coup les recommandations là-dessus, c'est s'il y a un fiscaliste qui commence à dire que non c'est compliqué etc, c'est bien d'aller voir un autre quand même. Moi j'ai tendance quand je commence à travailler avec des avocats sur un sujet que je maîtrise pas encore, j'en vois toujours au moins 3, ça me permet de jauger les avis et de me faire ma propre idée. Bon, je pense qu'on a bien compris que quitter un pays, ça ne veut pas juste dire prendre l'avion, Benjamin. Puis d'après ce que je comprends déjà à ce niveau de l'interview, une expatriation mal séquencée peut coûter très cher. On parle de séquence, c'est ça? Un des facteurs les plus essentiels? Oui, absolument. Alors le séquençage est important, être bien accompagné pour le séquençage. Et ensuite, c'est vraiment avoir une nouvelle cohérence de vie, de résidence et d'intérêt. C'est pas juste prendre l'avion, concrètement, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que puisqu'ils sont partis, il y a plus rien, il y a plus de lien, alors qu'en fait, non, il y a quand même des démarches à réaliser et il faut bien le faire. Merci pour cette première partie de vulgarisation sur le départ fiscal, la défiscalisation. Et c'est là qu'on arrive à un sujet que beaucoup découvrent trop tard, le fameux exit tax. Absolument. Et j'ai de suite une première question sur l'exit tax. Quels profils sont les plus concernés par les problématiques de l'exit tax ou du départ sensible, pourrait-on dire? En fait, ceux qui ont le plus de problèmes quand il s'agit d'exit tax, déjà, c'est... Bon, alors il y a différentes cas de figure, mais il y a un premier cas de figure, c'est s'ils ont tout à leur nom. Ça peut être problématique. Ça peut être s'ils veulent changer de domiciliation leur propre business aussi. J'ai déjà vu des cas où des jeunes avaient lancé un business, ensuite ils ont levé des fonds, donc leur business est valorisé à plus que 800 000 euros par exemple, et ils veulent sortir, et dans ce cas-là, il y a plus de friction. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a déjà une valorisation en plus qui a été mise, qui est publique éventuellement. Donc il y a vraiment cela qui a à gérer avant. Il y a toujours des solutions. J'ai accompagné beaucoup de clients, notamment d'ailleurs sur 2019 et 2020 pour sortir des capitaux. Si tu me parles de Crédit Lombard, on n'en parle pas de suite, on en parlera après, Benjamin. Tu nous laisses les surprises. Ça va. J'en parle pas tout de suite. Il y a des solutions pour effectivement sortir du cash sans sortir les actifs qui sont liés au cash qu'on sort du pays. Notamment, ça peut être des optimisations fiscales au niveau France. Ouais, c'est en fait l'important, c'est que la juridiction fiscale de laquelle on sort considère qu'on n'est pas sorti les actifs que l'on a accumulés pendant notre présence sur place. On parlait de séquençage tout à l'heure. Est-ce que tu arriverais à m'énumérer quelques erreurs de calendrier les plus fréquentes sur ce séquençage? Bien sûr. Alors bon, il y a différentes choses, mais notamment ce qu'on voit souvent en fait, ce sont des gens qui vont partir un peu juste au niveau des 183 jours de résidence fiscale, rattachement à la France par exemple, etc.
etc. Et qui vont être le temps qu'ils mettent tout en place en fait, parce qu'ils vont partir de façon un peu précipitée. On va pas matcher le timing exact. Ou alors on voit qu'il y en a certains qui vont partir et qui hésitent à déclarer, à remplir le formulaire, qui leur permet justement de prouver leur sortie fiscale et de déclarer leur sortie fiscale. Donc il y a toujours, en fait, c'est souvent des questions de timing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de planification à l'avance. Ils veulent sortir dès cette année, alors qu'en fait, on voit que le mieux, c'est qu'on commence à préparer les choses pour qu'ils sortent l'année suivante. Est-ce qu'il faut parfois arbitrer, vendre, réorganiser ou au contraire ne rien toucher tout de suite? Ça dépend des cas. Alors si on a tout à son nom, effectivement, il faut tout réorganiser. Si vous aimez cette vidéo, merci de laisser un petit like, un commentaire, c'est toujours très apprécié pour soutenir la chaîne. Ça c'est l'urgence, la première chose à faire. Oui, ça c'est l'urgent et c'est la première chose à faire. Et c'est là qu'il faut être accompagné justement par un bon fiscaliste qui apporte des garanties, notamment d'ailleurs sur son travail, idéalement. Ouais, faut quand même bien préparer. Et quand je dis bien accompagné, c'est parce que souvent on voit des cas où le plus intéressant c'est de garder les actifs, mais de bien restructurer juridiquement au niveau de qu'est-ce qui possède quoi et comment est-ce que c'est réparti et comment est-ce que nous on possède les véhicules qui possèdent les actifs. Oui, donc une mauvaise stratégie n'est pas forcément une stratégie légale, quoi. C'est souvent une stratégie mal séquencée, comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui, c'est absolument ça. Justement, quand on ne veut pas forcément céder les actifs de suite, il existe parfois d'autres outils de liquidité, Benjamin. Oui, tout à fait. En fait, on peut libérer de la liquidité basée sur les actifs que l'on a. L'important, c'est d'avoir un bon partenaire bancaire également. Je suis sûr que tu vas me parler du Crédit Lombard. Et je vais parler du Crédit Lombard. Donc, comme je disais, il y a des clients que j'ai accompagnés, notamment sur la période 2019, 2020 et ensuite. On a beaucoup usé du Crédit Lombard. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'était souvent des clients qui venaient d'Europe. Et en fait, il se trouve que j'ai une très bonne relation commerciale avec le directeur développement d'un groupe bancaire qui est présent en Suisse, à Zurich, également au Panama, aux États-Unis, ce qui nous permet justement de faire le pont entre les différentes juridictions de façon assez facile. Donc, c'est-à-dire que la façon dont on faisait les choses, c'est on va ouvrir un compte au nom du client, au nom des sociétés du client, des holdings ou autres, et on va placer l'argent. On ouvre un compte en banque de l'autre côté une fois que le client au Panama a sa résidence, et on ouvre le compte en banque donc au Panama à ce moment-là. Donc on a déjà fait la séquence de séparation fiscale du pays de sortie. Et à ce moment-là, l'argent qui est transféré vers le compte en Suisse, l'argent sur le compte en Suisse est donc investi, soit dans des bons du Trésor américain, par exemple, ce que j'avais fait à l'époque, parce qu'on avait des taux qui étaient très intéressants, soit sur d'autres types de bons ou d'actifs. Et ensuite, ça nous permet de faire un crédit, ce qu'on appelle un crédit lombard, c'est-à-dire qu'on a des capitaux qui sont investis dans un actif. L'actif n'est pas sorti juridiquement, par exemple, de France. Il est déclaré simplement sous une banque en Suisse. Et en revanche, l'argent que l'on prend en utilisant ce collatéral, donc on demande à la banque de nous faire un prêt avec comme garantie l'investissement dans des bons, par exemple, comme des bons du Trésor américain, ce que j'avais fait à l'époque. Et cet argent-là, qui est donc le produit du prêt, peut être envoyé directement vers le Panama, vers la banque au Panama, sans avoir besoin de faire de déclaration de sortie de patrimoine pour une exit tax ou autre. Parce que c'est un argent qui n'a pas été gagné sur le territoire, c'est un argent qui est emprunté comme collatéral. Une fois que la liquidité est envoyée sur le Panama, ou la juridiction de destination, ce que l'on fait, c'est que en général, la personne commence à opérer, à faire ses investissements. Donc là, par exemple, il y en a beaucoup qui avaient acheté à l'époque de l'immobilier, Santa Catalina ou autre, Torrio, etc. et qui ont fait de belles plus-values d'ailleurs là-dessus. Simplement, cet argent, il avait été injecté dans des sociétés qui avaient été créées à ce moment-là pour acheter ces terres, etc. Le prêt est évidemment à rembourser de l'autre côté. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est le collatéral qui paye le prêt. Alors, évidemment, on a un rendement sur les actifs dans lesquels on a investi. Donc, à l'époque, c'était du 4% à peu près. La banque, parce que la banque veut gagner évidemment, fait un prêt qui était avec un taux qui était un peu plus élevé, parce qu'ils veulent toujours gagner un delta. Et donc, on était sur des prêts qui étaient à moins de 1% annuel. D'accord, donc super intéressant. Et puis en plus de ça, en plus de toute cette structuration, même côté fiscal, ça laisse aussi une marge de manœuvre pour investir, se déplacer ou restructurer, en fait, aller créer des nouveaux actifs dans le pays de destination. Bien sûr, ça permet de créer du patrimoine ailleurs. Ça permet de pas avoir à se poser cette question-là, justement, d'exit tax. Et à partir du moment où tout est cadré, en fait, tout ce qui va être investi, utilisé, les rendements qui vont être faits de l'autre côté. Cette fois-ci, alors on voit évidemment les clients structurent lorsqu'ils réinvestissent dans d'autres juridictions, parce qu'on les éduque là-dessus, justement, et on les accompagne. Et donc, en fait, ils vont réinvestir avec une structuration qui est également liée à la transmission patrimoniale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a parfois des fondations d'intérêt privé, parfois un trust, ça dépend vraiment des cas, qui possèdent des holdings, qui investissent dans des terres, dans des appartements, dans des sociétés. Parfois, simplement, qui ont des comptes, des comptes sur des brokers pour investir sur les marchés financiers. Donc, voilà, ensuite, il y a tout type de choses qui peut être faite. Et alors, évidemment, dès qu'on est basé sur le Panama, on paye zéro taxe sur les rendements de cet investissement qui a été fait. Donc, finalement, aussi, d'avoir une banque partenaire présente en Suisse et au Panama en même temps, c'est quand même un réel avantage. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même... C'est un gros avantage, effectivement. Alors,
Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette banque-là, c'est de la banque privée, donc le ticket d'entrée est assez élevé. On ne propose pas à tous les clients. Mais de toute façon, à partir du moment où on a une histoire d'exit tax, c'est qu'on a un patrimoine qui est tout de même élevé, qui du coup correspond potentiellement à l'utilisation de ce genre de système. Oui. Oui, ça correspond vraiment à un certain type de profil. Mhm. Même s'il y a des solutions, on parle pas forcément d'exit tax, mais il y a des solutions aussi pour avoir des comptes à l'international, même en Suisse, pour des plus petits porteurs. On en parlera peut-être, je sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui dans la vidéo ou dans une prochaine vidéo, mais il y a quand même des solutions pour tout le monde. Oui, il y a des solutions pour tout le monde et on trouve toujours ce qu'il faut en fait. On s'adapte vraiment au cas du client, on lui apporte les solutions qui sont adéquates. Bon, mais c'est vrai que des fois, même quand la logique patrimoniale est bonne, il reste toujours un verrou énorme, c'est la banque. Ce qui m'amène à une première question sur le banking, c'est pourquoi la banque peut bloquer un dossier alors même que la structure est légale. Est-ce que tu pourrais même, est-ce que tu as des anecdotes de certains clients que tu as pu accompagner, peu importe au niveau le montant des actifs, des premières erreurs, des premiers blocages que tu peux voir assez souvent? Il va y avoir, en fait, souvent, ils vont regarder en fait d'où vient le patrimoine, par exemple, donc la source des fonds. Souvent, on a eu des problèmes avec tout ce qui était les crypto-millionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont créé du patrimoine en investissant dans la crypto, par exemple, parce que c'était un peu mal vu à certains moments par le passé. Maintenant, ça s'est quand même vachement normalisé. Là-dessus, il y a beaucoup moins de risques. Des personnes qui vont être parfois, sinon politiquement exposées, on appelle cela. Ça peut être des personnes, en fait, tout simplement, qui sont très connues parce qu'ils passent sur les plateaux de télé, ils expriment des opinions et des points de vue. Et en fait, certaines banques vont considérer que c'est pas un profil désirable pour eux. Donc ça arrive également. Alors c'est rare, hein, c'est vraiment sur certains profils. Ça peut être la façon dont c'est structuré. Donc c'est-à-dire que, en fonction de comment en fait le client va être structuré. Alors là, c'est plutôt sur des juridictions. Hein, c'est parfois une fois qu'on a une structure, par exemple, qui est au Panama et qu'on veut ouvrir un compte sur un broker aux États-Unis. En fait, ils vont l'accepter s'ils savent qui est derrière. Mais si parfois on est sur une structuration qui est une structuration juridique orpheline, donc un trust ou une fondation d'intérêt privé, ils vont tilter parce qu'ils vont dire ok, mais qui est derrière en fait, simplement. Nous, on n'ouvre pas de compte si on sait pas qui est derrière. Il y a vraiment un besoin de transparence. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce qu'une banque veut comprendre quand de l'argent sort d'Europe pour aller vers le Panama? La banque émettrice ou la banque réceptrice? C'est vrai que je n'ai pas précisé, les deux si possible. C'est vrai que c'est intéressant de savoir un petit peu les requis d'une banque panaméenne et évidemment de la banque émettrice qui peut être aussi, qui peut générer des bloquants. Oui, en fait, on a souvent plus de blocages avec la banque émettrice, c'est-à-dire que principalement quand on est en Europe, hein, moi je l'ai vécu en France par exemple, puisque j'ai eu un lien avec le Panama, on m'a fermé mes comptes, voilà, tout simplement. Ça arrive aussi de bloquer des virements qui vont vers le Panama. Donc en fait, moi la solution que j'ai là-dessus, c'est une triangulation, hein, c'est d'où la Suisse d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de la Suisse. Donc passer par la Suisse ou par les États-Unis pour ensuite envoyer vers le Panama, c'est beaucoup plus simple, ça nous facilite beaucoup la vie parce que ça permet de passer par un autre compte qui est à notre nom. Donc la banque en fait va voir que la banque émettrice, hein, on se fait un transfert vers notre compte. Donc c'est beaucoup plus simple. Même si le compte au Panama va avoir notre nom, ça va lever des drapeaux et ensuite générer des questions et jusqu'à un moment en fait ça arrive souvent. Hein, d'ailleurs, on a eu pas mal de clients là-dessus où en fait ils se font mettre à la porte quoi, tout simplement parce qu'ils sont pas désirables puisqu'ils ont un lien avec le Panama. Donc ça arrive. Donc le mieux pour éviter ça, c'est quand même la triangulation. Comme ça, ils savent pas directement qu'on part. Voilà. Au bout d'un moment, ils vont demander de rapporter notre résidence fiscale. Là, faut rapporter effectivement qu'on est au Panama et dans ce cas-là, on verra après. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même de couper les liens, de planifier pour couper les liens avec l'institution française ou européenne en général. Et par rapport à la banque réceptrice des fonds, ce qu'ils vont demander, c'est une preuve de source de fonds. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle un KYC. Hein, donc, on va leur envoyer le passeport, remplir quelques formulaires, ils vont vérifier notre profil. Si le profil est désirable, ils vont dire OK, d'où viennent les fonds. Voilà, et on peut dire c'est la vente d'un bien. Alors voilà, c'est la résultante d'un prêt parce qu'en fait, j'ai fait un crédit lombard, par exemple. Ou voilà. Donc, en fait, on justifie. Et une fois que la banque a rempli les cases, ils disent c'est bon. Et puis, on reçoit les fonds tout simplement. Ouais, la cohérence du récit est aussi importante que les documents eux-mêmes en fait. Hein, absolument. Et puis les banques n'aiment pas forcément les structures internationales, elles détestent surtout les incohérences, enfin, d'après ce qu'on voit tous les jours. C'est ça. En fait, c'est surtout les incohérences et puis la transparence. Et maintenant, avec tout ce qui est FATCA, CRS, donc les Common Reporting Standards, etc. Alors, ils disent que c'est anti-blanchiment d'argent. Bon, pourquoi pas. C'est surtout en fait du contrôle fiscal et en fait, ça tombe bien. Il y a des juridictions qu'on peut utiliser qui ne sont pas CRS, justement, qui ne sont pas avec le Common Reporting Standard, qui est notamment le pays même qui l'exige de tout le monde. Donc, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, si on a un compte en banque aux États-Unis, en fait, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport qui est fait dans notre juridiction d'origine, à moins qu'il y ait vraiment une demande de la part de l'entité fiscale de notre pays qui va aller solliciter cela et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et en fonction du pays, ils n'ont pas toujours leur réponse. Voilà. Benjamin, je fais juste une petite parenthèse.
pour nos auditeurs, on a créé un guide spécial, un guide gratuit où on vous explique toutes les erreurs à éviter avant de s'expatrier sur le Panama ou bien le Paraguay si vous allez sur la conciergerie-paraguay.com. N'hésitez pas à le télécharger, vous allez sur conciergerie-panama.com, le petit guide gratuit, téléchargez, il arrive directement dans votre boîte email quelques minutes après. Bon Benjamin, on a sécurisé la résidence, la sortie, la liquidité, on parle des banques, on a parlé des banques, et là on peut enfin arriver au thème que je voulais t'emmener, c'est les structures. Et premièrement, moi j'avais une question que je voulais te poser personnellement, quelle est la différence entre un trust et une fondation? Eh bien écoute, en fait, la différence entre les deux, c'est que la fondation, c'est une personne morale, donc une entité, mais qui est considérée comme une personne physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire officiellement, parce qu'il n'y a pas d'action tout simplement. Cependant, il y a un fondateur, il y a des membres du directoire, donc il y a un directoire, et il y a un règlement qui est créé par le fondateur, et ensuite il y a également des bénéficiaires. Et en fait, c'est très rigide au niveau de ce que le règlement dit, donc ce qui va être appliqué pour tout ce qui va être succession, ou alors que faire avec les actifs, etc. C'est dicté de façon extrêmement rigide par le règlement, alors qui est totalement fait à la carte, rédigé par le fondateur avec l'aide de son avocat sur place. Quand on compare cela à un trust c'est différent parce que c'est un contrat juridique avec un détenteur des actifs, donc ça peut être une banque par exemple, c'est souvent une banque d'ailleurs, qui va détenir des actifs et qui va avoir pour rôle d'effectuer la bonne gestion des actifs pour le compte de la famille, et c'est souvent là qu'on retrouve cela en termes de tout ce qui va sur tout ce qui va concerner les successions patrimoniales. En termes de confidentialité, alors un trust est beaucoup plus opaque qu'une fondation d'intérêt privé. Nous, souvent, ce qu'on utilise, c'est la fondation d'intérêt privé du Panama, qui est un copier-coller de la fondation d'intérêt privé du Liechtenstein, qui a été mis au Panama donc. Et là-dessus, alors il y a maintenant des obligations de déclaration. Ça fait 3 ans, je dirais à peu près, que ça a été mis en place, si je me rappelle bien, où on doit aviser la DGI, qui est donc en fait le fisc panaméen. On doit signaler qui sont les bénéficiaires. Alors, il n'y a pas d'impôt. Une fondation n'a jamais d'impôt. Même sur le territoire panaméen, il n'y a pas d'impôt. C'est-à-dire que si on loue un bien qui appartient à une fondation d'intérêt privé, donc un appartement par exemple au Panama, on ne paye pas d'impôt sur ce qu'on le reçoit du bien. Et tout ce qui est dans la fondation depuis plus de 3 ans est verrouillé juridiquement. Donc ça, c'est insaisissable, tout simplement. Voilà. Et on peut utiliser les bénéfices de la fondation? Comment ça se passe après pour profiter des gains? Oui, on peut utiliser pour tout type d'activité. On peut créer des holdings qui vont investir pour nous. On peut investir directement. On peut avoir des cartes de débit, on peut avoir des cartes de crédit. On peut faire tout ce qu'on le veut. Simplement, c'est un système de protection juridique qui est mis en place, qui nous permet de nous protéger et de séparer nos actifs de notre personne. Donc, on voit ça souvent. Alors, c'est une anecdote qu'on peut mentionner, mais souvent les présidents ou les ministres ou les personnes qui sont politiquement exposées au Panama, notamment, lorsqu'ils arrivent en début de mandat et qu'ils commencent à racheter des terres, par exemple, qui sont des terres publiques à des prix extrêmement intéressants, peut-être à $1 l'hectare, je ne sais pas, enfin voilà, on est sur des prix vraiment dérisoires. En fait, ils mettent tout sous la fondation directement parce qu'ils savent que quand ils vont arriver en fin de mandat, ça fera plus de 3 ans et c'est insaisissable. Et à qui s'adressent vraiment ces structures, Ben? À n'importe qui? Non, ça s'adresse tout de même à des personnes qui vont avoir un patrimoine qui est assez conséquent, qui veulent bien structurer la transition et le transfert patrimonial envers les héritiers. Donc c'est déjà quelqu'un, je dirais, qui a un patrimoine, enfin de ce que j'ai vu moi en tout cas jusque-là, ce sont souvent des entrepreneurs, des personnes qui ont des 1,5 million, 2 millions de dollars minimum, qui commencent à mettre cela en place, ou alors des personnes qui font du business et qui peuvent être assez vocales, ou qui peuvent attirer le regard de la justice par exemple, ça on voit aussi. Donc il y a notamment eu l'anecdote d'un ami qui est avec un passeport canadien, qui vit au Panama depuis quelques temps. Il y a eu pendant le Covid beaucoup de problèmes sur des appels d'offres et qui étaient maquillés, et en fait il avait répondu sur un tweet que en fait ce qu'ils avaient fait c'était super simple parce qu'ils avaient juste fait ça en fait comptablement, et du coup il s'est pris une perquisition chez lui, etc. Donc bon, c'était un sacré bazar, mais heureusement qu'il avait une fondation d'intérêt privé, parce que malgré le fait qu'il ait embêté les mauvaises personnes, il a pu maintenir ses biens. D'accord. Et oui, celui-là protéger en fait tout son patrimoine, comme tu disais tout à l'heure. Question qu'on nous pose souvent parce qu'on a beaucoup d'expatriés ou de futurs expatriés. Alors déjà qui pensent que cette intoxication massive sur le Panama où on devrait hypothétiquement ouvrir une société pour avoir le visa pays ami, ce qui est complètement faux. Souvent on nous demande est-ce que je dois créer une SA ou une holding en arrivant. Alors moi la question que j'ai, c'est à quel moment une holding ou une structure patrimoniale avancée, pourrait-on dire, devient pertinente quand on arrive sur le Panama? En fait, c'est pertinent seulement si on a déjà des structures financières, on a déjà du patrimoine pays duquel on sort, et qu'on arrive directement avec du cash, qu'on est prêt à investir. Ça veut dire qu'on connaît déjà le territoire, on connaît déjà
par exemple, le secteur dans lequel on veut investir et on structure d'avance en fait. Enfin, on structure d'avance. On est prêt à faire la transaction et dans ce cas-là, on structure juridiquement pour faire la transaction, pour faciliter la transaction et s'assurer que les intérêts qui sont investis dans des terrains ou dans des sociétés soient protégés avec une couche de protection qui va être juridique. Donc une holding, une société, un trust, une fondation, etc. On fait pas ça directement en arrivant. Quand personne qui est rationnelle ne va créer une société qui n'a pas d'utilité parce que ça engendre quand même des coûts et c'est pas négligeable. Donc quand je vois des personnes parfois qui arrivent avec des patrimoines qui sont de 30 ou 40 000 euros ou dollars et ils disent bah mon avocat m'a dit qu'il faut que je fasse une société. Donc en fait déjà ils vont se taper la création de la société. Donc il y a allez, on va dire 1700 peut-être 2000 dollars qui partent dedans. Les coûts annuels parce qu'ensuite ils vont dire ok bah maintenant en fait vu qu'on vous met sous la société, alors il y en a qui sont vicieux, ils créent juste la société mais en fait ils font passer sous une autre société qui leur appartiennent, ils font juste une promesse d'emploi mais ils ont vendu une société donc ils gagnent du récurrent. Ça arrive souvent. Et si jamais ils veulent vous mettre en tant qu'employé de votre propre société, ça veut dire qu'ils doivent avoir un avis d'opération. Donc il y a des impôts à payer, il y a des coûts sociaux pour s'auto-employer dessus également. En fait, il y a énormément de choses qui commencent à s'imbriquer et qui font qu'on va s'en tirer pour de toute façon un 3000, 3500 balles annuel assez facilement. Sans problème, les frais de setup, sans problème. Et puis attention, on peut pas s'auto-employer comme ça parce qu'il faut que ça soit une société qui ait, comme tu dis, un avis d'opération, qui soit actif. Donc ça peut pas se faire du jour au lendemain. Donc en fait, on va essayer d'économiser 300 $ entre guillemets sur quelque chose qui va nous en coûter 3000, 3005, 4000 en fonction de combien on va vous prendre pour les déclarations de revenus. Sur 3-4 ans, il va coûter le même prix pour la fermer. Oui, en fait, c'est même pas une question d'économiser 300 $ parce que les 300 $ dont on fait mention, ce sont les 300 $ du contrat de l'avocat sur la société qu'il utilise pour faire la promesse d'emploi. Mais si on fait pas ça, de toute façon, l'avocat en général va le faire, les autres avocats vont le faire, ils vont faire une promesse d'emploi pour faire passer le dossier et il y aura une société à côté qui a été payée et qui va être payée avec tous les frais qu'il y a annuellement pour la maintenance. Donc on va s'en tirer pour beaucoup plus cher. C'est simplement en fait 300 $, ça permet de faire quelque chose qui est bien plus similaire à ce que font les autres avocats qui disent qu'il faut une société également. Je sais pas si c'est très clair là-dessus, mais en fait tout simplement pourquoi faire une société qu'on n'en a pas besoin en fait, alors que l'autre avocat fait exactement la même chose, sauf que comme il veut du revenu récurrent, et ben il va dire on va faire une société. Exactement. Et dans quel cas une structure dite orpheline, ça fait sens? Bah comme je disais juste avant, ça fait sens quand on a un patrimoine qui est assez conséquent et qu'on veut planifier la transmission et qu'on veut s'assurer que peu importe ce qui nous arrive, c'est sécurisé et il y a un objectif pour ce patrimoine. L'objectif, ça peut être d'être transmis à telle personne ou de telle façon, telle entité ou voilà. Ouais, et puis j'ajoute aussi souvent on me demande quelle structure on peut monter au Panama et puis il y a aussi la solution que j'évoque souvent, c'est celle du statut d'auto-entrepreneur qui coûte 150 $, 12 $ mensuels d'impôt fixe, qui est une très bonne pour facturer des clients à l'étranger ou même localement évidemment si on a envie de payer un petit peu d'impôt, enfin même il y a des solutions pour pas forcément payer mais peu importe, enfin ne pas se lancer dans des créations de sociétés anonymes alors qu'il y a des statuts d'entrepreneuriat encore plus simples que ce qu'on peut voir en France avec l'auto-entrepreneur, mais on va dire que je me permets vulgairement de comparer et qui vous génère un avis d'opération personnel avec des objets sociaux très variables, enfin voilà, on peut choisir ce qu'on a envie. Oui, tout à fait, il y a cela et puis après il y a d'autres, on peut avoir des structures ailleurs dans des juridictions qui sont moins coûteuses. Alors, justement, et ensuite on peut se reverser des dividendes. C'était la question qui venait parmi les dernières questions de cet appel, Benjamin. Ah, comme ça c'est répondu, voilà. Voilà, comme ça tu as déjà répondu avec le protection. Alors, qu'est-ce qu'une société US? Je pense que tu voulais évoquer, tu pensais à société américaine, au LLC. Ouais, je pensais on voit souvent des LLC ou des LLP. Des LLD ou des C-Corp peut-être, je sais pas. C'est toi qui connais bien. On a des clients parfois qui sont avec, alors il y a Angleterre avec des LLP ou alors il y a États-Unis avec des LLC. Alors toutes les juridictions ne sont pas bonnes à prendre aux États-Unis parce qu'il y a, en fonction de l'État dans lequel on crée la société, on a des obligations qui sont pas les mêmes. Il y en a qui sont plus légères que d'autres. La destination donc l'objet de la société en fait va déterminer également l'État dans lequel on crée, parce qu'on voit souvent des gars ils disent Delaware, ils arrivent Delaware, etc. Moi j'ai des sociétés au Delaware, mais pourquoi j'ai des sociétés au Delaware? Parce que ce sont des fonds d'investissement ou des SPV, des Special Purpose Vehicles, qui sont liés à lever le but c'est de lever des fonds auprès d'investisseurs pour investir. C'est vraiment un objet qui est à part et Delaware est très bon pour ça et effectivement c'est sans taxe à condition d'être bien structuré. Voilà. Et moi pour le coup je les ai créés parce que ça me permet pour certains de lever des fonds sur place et ensuite de réinvestir à l'extérieur
l'extérieur. Et c'est souvent un pont en fait, hein, tout simplement. C'est un véhicule qui me permet d'investir en dehors des États-Unis, très souvent. Ça peut servir pour investir dans les États-Unis aussi, sans taxes éventuellement en fonction des juridictions, en fonction de comment c'est structuré. Mais pour faire du e-commerce, pour avoir un véhicule d'investissement en propre, moi pour juste mon patrimoine à moi, c'est pas du tout ce que je fais. Pour facturer des clients pour du consulting, c'est pas du tout le $1 qu'il faut prendre. C'est ce que j'allais dire, ça dépend aussi d'activité, parce que si on a le cas de certains clients qui ont envie de créer des activités directement ou même à moyen terme sur le Panama, on va pas vouloir ouvrir une supérette et commencer à facturer avec un TPE branché sur une LLC, quoi. Enfin, je veux dire, après là, c'est l'évasion fiscale du Panama. Enfin, il y a des limites. Faire du service, facturer du service à l'étranger via une LLC, il n'y a aucun problème, tout est fait en offshore. Si vous commencez à avoir des clients d'origine un peu plus variée, c'est-à-dire, bon, ça peut être de l'étranger, mais aussi un peu du Panama, bon, que ça soit 20% au Panama et vous travaillez quand même avec une LLC, très bien, mais si vous commencez à avoir 99% du flux au Panama, vous pouvez pas travailler avec une LLC, c'est pas possible. Là, faut quand même aussi respecter le pays d'accueil. Donc ça, ils vont s'en rendre compte et vous ferez retoquer directement localement au Panama. Oui, j'avais vu une vidéo, je pense que je te l'avais partagé, d'un gars qui est expert en expatriation et taxes, etc., qui était francophone d'ailleurs. Il disait que c'est pas possible, enfin, d'avoir une LLC aux US quand on est au Panama parce qu'on doit payer des taxes. Et en fait, c'est effectivement la nuance qu'il avait pas compris, mais c'est normal parce qu'il vit pas sur place et voilà. Et c'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs dans les vidéos. Mais d'expérience, je peux vous dire est-ce que j'ai des amis qui le pratiquent. En fait, ça leur permet de faire, c'est l'équivalent de faire du black en fait, hein, sauf qu'ils ont un TPE, donc un appareil pour payer par carte. Ils facturent avec ça, ils reçoivent aux États-Unis. C'est ça qui est pas autorisé, tout simplement. Donc c'est quand on a une activité sur place au Panama qu'on devrait payer des taxes au Panama sur le territoire panaméen et qu'on envoie l'argent en dehors pour ensuite se le renvoyer vers le Panama comme dividende. Là c'est borderline. Alors pour se faire tomber dessus par le fisc panaméen, faut y aller parce que les équipes sont quand même assez restreintes. Mais bon, sur un coup de pas de chance, ça peut arriver. Oui, on va pas prendre de risque. Non, mais là, c'est vrai que c'est un peu exagéré, mais c'est bien de l'évoquer parce que du coup, avec montagne d'informations qu'on voit sur Internet, d'ailleurs souvent plus fausses que justes, mais bon, c'est comme ça. Bah, souvent on arrive à avoir des clients qui malheureusement et malgré eux ont des idées un peu confuses parce qu'ils essaient de tout mélanger, prendre le bon de partout et la réalité du terrain, c'est que pas forcément ça. Donc c'est bien de le préciser. Benjamin, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu devais résumer en une idée ce que les gens doivent retenir avant de penser au Panama, ça serait quoi pour toi? Pour faire très court, je dirais que le sujet, c'est pas de partir vite, ni d'empiler des structures juridiques qui sont pas nécessaires. Le sujet, c'est vraiment de sortir proprement, de rester cohérent, de protéger son patrimoine s'il y a du patrimoine déjà à ce moment-là, et de reconstruire une architecture internationale qui tienne dans le temps. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit robuste, et pour que ce soit robuste, et même sur des cas complexes, ça veut pas dire que ça va être compliqué. On a des structurations qui sont très simples, très souvent, pour des cas qui peuvent paraître complexes, mais simplement, en fait, une bonne base permet d'éviter des complications par la suite. Oui, sortir proprement, rester cohérent, protéger son patrimoine. C'est ça, exactement. Et reconstruire une architecture internationale, voilà, qui tienne dans le temps. Ouais, voilà, avoir des comptes en banque dans différentes juridictions qui soient importantes pour les flux que l'on a, et avoir des sociétés qui vont être vraiment avec une utilité. Ok, c'est parfait. Merci encore, Benjamin. Ce fait un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Si vous pensez à vous expatrier ou vous désirez recevoir beaucoup plus d'informations sur le Panama, n'hésitez pas à réserver un appel gratuit de 30 minutes en bas dans la description, et ça sera aussi en premier commentaire. Et puis ce sera avec joie qu'on pourra évaluer votre projet, vous connaître et le cas échéant, voir comment on pourra vous accompagner de la manière la plus personnalisée possible. Benjamin, tu as également une chaîne YouTube que d'ailleurs tu es en train de reprendre activement, notamment sur, voilà, comme tu t'es présenté tout à l'heure, sur de la structuration, fiscalité, toute ton expertise. Que tu veux toucher un petit mot avant la fin? Oui, tout à fait, Paul. Merci de le mentionner d'ailleurs. Effectivement, ma chaîne s'appelle Benjamin Pana, voilà, donc comme Panama, que vous pouvez me retrouver sur YouTube. J'avais fait du contenu jusqu'à il y a quelques temps, il y a 2 ans. Donc je suis en train de repréparer du contenu pour relancer la chaîne, effectivement. Ok, merci Ben. Et puis je pense qu'on va se revoir très souvent sur la chaîne pour échanger sur plein de sujets. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des sujets particuliers sur le Panama, en commentaire, je réponds toujours à tous les commentaires pertinents sur le Panama. Puis ça me fait très plaisir que vous soyez actifs sur la communauté. Merci encore et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci Paul Antoine, à bientôt. À bientôt.